Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Jusqu'ici, nous avons rencontré des brasseurs qui utilisent essentiellement des levures domestiquées pour fermenter leur bière. Qu'elles soient liquides ou déshydratées, elles sont ajoutées par le brasseur pour déclencher la fermentation. Mais il existe d'autres techniques, comme la fermentation spontanée, une technique qui donne un résultat bien plus aléatoire. Saison 4, épisode 3, Rémi Morin, brasserie Gallia à Pantin. L'histoire de la brasserie Gallia débute en 1890, mais sa production s'arrête en 1968. C'est en 2010 que la marque est relancée par Jacques Ferté et Guillaume Roy, qui créent la société Gallia 1890. Depuis 4 ans, Rémi Morin est le maître brasseur de Gallia. C'est lui qui nous accueille et nous partage sa passion. Mais avec lui, nous allons aussi découvrir l'histoire de cette brasserie jusqu'à la création de la nouvelle gamme Sauvage. Bonjour, je suis Rémi de la brasserie Gallia à Paris. À Pantin. À Pantin. Ou à Sucy. ou à Sucy, ouais. Mais Gallia Paris, c'est le nom de la marque, quoi. Mais ouais, on est à Pantin ici. Et puis on a une deuxième brasserie où on commence à brasser semaine prochaine. Pour commencer, tu vas peut-être nous raconter l'histoire de cette brasserie Gallia ici à Pantin. Ouais, donc on s'est installé ici en 2016. Donc moi j'étais pas là à l'époque où on a monté la brasserie. Avant ça, on brassait ailleurs, enfin la marque brassait dans d'autres brasseries. Et puis en 2016, ils ont finalement eu les fonds pour pouvoir s'installer ici à Pantin. Moi je suis arrivé juste après l'ouverture, 6 mois après l'ouverture de la brasserie. Donc ça fait 5 ans que je suis là. Et c'est ici que tu as fait tes armes, parce que avant d'être brasseur, tu rêvais peut-être de devenir chanteur, mais en tout cas tu étais musicien. Ouais, pas de devenir chanteur, mais non, je faisais de la musique électronique, voilà, plutôt avec des boîtes à rythme. Et voilà, j'étais producteur de musique boom boom. Je faisais de la techno et puis j'étais DJ aussi, donc voilà, je voyageais pas mal. Je faisais un peu le tour du monde en faisant de la musique et puis après j'étais pris par la bière. Ouais, parce que tu étais déjà brasseur amateur. C'est ça, ouais. Ça doit faire 12 ans, je pense, que je brasse de la bière. Donc ça fait un petit moment. Au tout début, je brassais. À l'époque, on avait un peu plus de mal à avoir du matos. Donc, mon tout premier brassin, je l'ai fait avec un petit moulin de grand-mère pour concasser le malt, avec dans une casserole Ikea de 5 litres. Genre moulin à café. Ouais, je moulais un café, ouais, que j'avais réglé pour que ça concasse grossièrement le malt. J'ai dû mettre 2 heures à concasser, mais de quoi faire 5 litres de bière, donc pas très efficace le système, quoi. Mais et j'ai fermenté ça dans des seaux Evian de 5 litres, des seaux d'eau, quoi. Où j'avais fait un trou dedans pour laisser sortir la pression, donc c'était assez rustique, quoi. Mais ça fait de la bière. De la musique, tu deviens caviste, ensuite tu deviens barman dans un endroit réputé à Paris, c'est la Fine Mousse. C'est là que tu parfais ta connaissance de la bière. L'avantage de travailler dans un endroit comme la Fine Mousse, c'est que il y a beaucoup de brasseurs qui passent, et il y a beaucoup de très bons brasseurs qui passent, et du coup, vu que je travaillais là-bas, on peut leur poser des questions, quoi. Peut-être pas forcément pendant le service, on n'a pas trop le temps, mais après le service, quand on va faire une after, ou même avant, qu'il y ait trop de monde, on peut discuter avec eux de leur bière et de comment est-ce qu'ils ont fait ci, ça, etc. Donc c'est vrai que voilà, on a aussi, quand je travaillais à la Fine Mousse, on faisait aussi pas mal de collaborations. On allait à droite, à gauche, dans des brasseries, brasser des bières avec eux. Et puis même moi, de mon côté, quand j'avais des vacances, j'allais faire des stages dans des brasseries. Quand on est passionné par quelque chose, c'est sûr que ça aide pour arriver à être bon à la fin, quoi. Ta passion pour la bière, on peut dire qu'elle surgit un peu de façon inattendue en Suède. Ta maman est suédoise, tu es né en Suède, tu as vécu en Suède avant d'arriver en France. Et c'est dans une brasserie suédoise que tu te dis un jour, tiens, c'est ça que je veux faire. Ouais, en fait, c'était en goûtant, je me souviens comme si c'était hier, une bière qui s'appelle Slet Öl de Närke Kulturbryggeri, donc c'est un peu pas très prononçable. Cette brasserie-là, c'est une brasserie vraiment, vraiment chouette. Ils avaient une très grosse réputation, une bière qui s'appelle Kagen, qui était à l'époque notée comme une des meilleures, enfin la meilleure Imperial Stout au monde sur le site Rate Beer.
Et donc j'avais vraiment envie de goûter cette brasserie-là tout début parce que elle était de ma ville et puis voilà, pour être tout à fait franc, dans cette ville qui s'appelle Örebro, il n'y a pas grand-chose à faire. À l'époque, il y avait il y avait cette brasserie-là et puis il y avait des labels qui faisaient du death metal. Donc voilà, il y avait vraiment pas grand-chose qui se passait. Et puis du coup, quand j'ai goûté cette bière, ça m'a vraiment mis une grosse claque et puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir une obstination pour la bière, à essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette bière-là, elle avait le goût qu'elle avait et pourquoi elle était meilleure que toutes les autres bières que j'avais bu de ma vie. Donc après ça, j'ai commencé à lire des livres et des livres et des livres et des livres sur la bière pour comprendre comment c'est fait et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à brasser en amateur. En 2017, enfin, tu deviens brasseur, ou en tout cas tu signes un contrat dans une brasserie, parce qu'au début, tu es à mi-temps et tu mets des bouteilles dans des cartons. Ouais, c'est ça. J'ai commencé sur la ligne de conditionnement et puis petit à petit, avec les volumes qui grossissaient, je passais de plus en plus de temps en production à brasser aussi, quoi. Après quelques mois, il y avait la demande grossissait, donc voilà, je suis devenu brasseur. Et puis au bout d'1 an que j'étais chez Gallia, Simon qui m'a formé ici est parti. Il voulait retourner à ses racines à côté de Nantes, donc il est parti pour monter une brasserie là-bas. Et à ce moment-là, Jacques et Guillaume m'ont demandé si je voulais reprendre la production ici. Et voilà. Quand on est brasseur, pouvoir faire ses recettes, vraiment décider de comment on oriente le goût des bières dans une marque, c'est ça c'est chouette, hein. Et d'ailleurs ici, il y a pas que moi qui fait des recettes, hein. Il y a d'autres brasseurs aussi qui font des recettes, des bières éphémères, comme on va peut-être goûter tout à l'heure. Même s'il y a d'autres gens qui ont des idées, enfin voilà, on essaie toujours d'être très créatif et puis c'est chouette, quoi. En 2019, le groupe Heineken entre au capital de la brasserie Gallia. Alors c'est un sujet sur lequel on ne va pas revenir parce que ça a fait couler beaucoup d'encre en son temps. En tout cas, c'est un changement de cap, c'est une nouvelle marche franchie par la brasserie dans son développement. Les volumes continuent de grandir. La distribution, on passe un peu du coq à l'âne, sans mauvais jeu de mots avec le logo de la marque Gallia. Et puis naît un nouveau projet qui est de créer une autre brasserie plus grande que celle de Pantin, beaucoup plus grande, à Sucy-en-Brie, en région parisienne toujours. Ouais. L'idée, c'est que nos gros runners passent sur cette brasserie-là et que du coup, à Pantin, soit uniquement dédié aux bières créatifs et aux bières éphémères et à la gamme sauvage aussi. D'être plus un laboratoire à Pantin et de tester les recettes avant de pouvoir les faire sur du gros volume. Mais c'est vrai que Heineken nous ont quand même permis de cette chance-là, en fait. Moi, je vois ça comme une chance parce que du coup, on veut démocratiser la bière artisanale. Et donc, du coup, grâce à l'investissement de Heineken à Sucy, on va pouvoir vendre nos IPA, nos lagers, les pilsner qu'on fait partout en France. Et aussi continuer quand même à faire des bières qui sont, on va dire, plus expérimentales ici à Pantin. Donc c'est chouette, c'est génial. Quel droit de regard a Heineken sur ce qui sort de tes marmites ? En fait, moi, c'est marrant parce que les gens, ils se disent souvent genre, ouais, Heineken, ils vont dire qu'il faut changer ci, ça, etc. Et puis c'est plutôt le contraire qui se passe. Moi, quand les gens de Heineken qui viennent ici, on goûte les bières que je fais, on goûte ce qu'il y a dans les barriques ensemble, et voilà, ils poussent vachement la marque pour qu'il y ait plus, on fasse encore plus d'expérimentation et d'avoir plus de diversité, quoi. Donc oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui pensent que le gros méchant loup va tout standardiser, etc. Mais en fait, c'est plutôt le contraire qui se passe, quoi. C'est un peu inattendu comme politique de la part d'un grand groupe industriel qui brasse absolument la même bière partout dans le monde. Ouais, je pense que ils voient ce qui se passe dans la craft et puis ils savent clairement que c'est l'avenir. Donc c'est normal qu'ils investissent. Il n'y a pas que chez Gallia, hein, Beavertown, Oedipus, et ils aiment cette créativité-là. Donc
L'avenir de la bière, elle est clairement craft, quoi. Même si aujourd'hui les bières industrielles, il y a toujours un public pour les acheter. Et il y a des gens qui n'ont pas forcément le budget pour s'acheter de la bière artisanale. Et puis ces bières-là, il faut qu'elles existent aussi, quoi. Il faut tout dans un monde, on va dire. La première fois qu'on s'est rencontrés, Rémi, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était sur le salon Planète Bière à Paris, à l'automne dernier, et tu m'as fait goûter quelques bricoles que tu avais préparées, et intérieurement, je m'étais dit, ce gars-là, c'est pas un brasseur, c'est un druide. En plus, tu avais les cheveux longs à l'époque. Ouais, je me suis rasé le crâne cet hiver. J'aime bien. Justement, j'adore les vins et les cocktails et d'autres choses. J'aime bien m'inspirer de ce qui se passe ailleurs et de l'appliquer à la bière. Du coup, c'est très expérimental comme approche. Ouais, bien sûr. J'essaye de m'imaginer le goût que ça va avoir avant de le faire. Et souvent, j'y arrive et parfois ça devient complètement autre chose, mais j'ai pas mal de chance parce que c'est rare que j'aime pas, quoi. Mais j'essaye de faire des bières que je veux boire, tout simplement. C'est quoi le projet de Gallia, justement, pour ces bières expérimentales et puis pour la nouvelle gamme sauvage qui intègre la fermentation spontanée ? En fait, là, cette année, on va produire entre 500 et 1000 hectos. Donc, c'est des volumes qui, à terme, justement, à Pantin, vont grossir. On vise les caves, les restaurants avec ce genre de produits. Et aussi, bien sûr, on veut les vendre ici à Pantin dans le bar, si on peut rouvrir un jour. C'est des bières qui sont plus des bières de dégustation, on va dire, qui marchent plutôt pas mal en accord. C'est un autre moment de consommation que, on va dire, une Pilsner, qui est un moment de consommation un peu plus facile, un peu moins intellectuel que quand on va boire des choses qui sont complexes, quoi. Quand tu fais du vieillissement, par exemple, c'est une bière que tu sélectionnes en fonction du fût dans lequel elle va vieillir, ou tu prends toujours la même bière et advienne que pourra ? Généralement, ce qui se passe, c'est que quand je reçois les barriques, je vais ouvrir, je vais sentir comment ça sent à l'intérieur de la barrique. Et à partir de ce moment-là, je sais ce que je vais faire. Avant d'avoir senti ce qu'il y a eu dans la barrique, alors ça peut être des spiritueux, des vins, du cidre, peu importe, je considère que la barrique, c'est un ingrédient. Et donc du coup, c'est important, comme un ingrédient, de le sentir, de le toucher, de le goûter. La barrique, en fait, je vais ouvrir, je vais sentir, et à ce moment-là, je me dis, ok, je vais essayer de faire l'odeur que j'ai, je vais essayer de faire quelque chose qui va aller avec. Et la fermentation spontanée, ça se passe comment ? Alors, la fermentation spontanée, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de la fermentation avec des levures qui vont... soit il y a des levures partout, des bactéries et des levures partout dans l'air, sur les fruits, par exemple. Et nous, en fait, ce qu'on fait ici, du coup, à Pantin, c'est de la fermentation spontanée, pas justement avec les bactéries qu'il y a dans l'air ou forcément, il y en a parfois dans les barriques aussi, mais nous on va plutôt utiliser les levures sauvages qu'il y a sur les fruits. Donc sur les raisins, il y a énormément de levures. Donc en fait, la façon dont on procède, on va goûter quelques bières tout à l'heure, mais avec du raisin. Donc on va utiliser les levures qu'il y a sur la peau des raisins, et c'est ça qu'on va utiliser pour fermenter les bières. Donc sur la gamme sauvage, l'idée c'est qu'il y a des levures sauvages quelque part dans le process, quoi. On fait aussi des fermentations en amphore aussi. Soit on fermente en amphore ou en inox, et on fermente jamais en barrique. Par exemple, contrairement à des lambics qui vont fermenter dans les barriques. Par contre, on fait de l'élevage en barrique et aussi en amphore. Donc après, tout dépend de ce qu'on veut faire. On est bien loin de la Gallia blonde qu'on peut acheter au supermarché du coin ? Ouais, c'est différent. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas le même moment de consommation, puis c'est pas le même prix non plus. C'est des bières où il y a énormément de travail derrière. Faire des assemblages de tonneaux, il y a toujours des tonneaux, par exemple, qu'on n'assemble pas parce que il peut y avoir des piqûres dans des barriques ou de l'oxydation ou autre. Voilà, on a de la perte partout dans le process. Il y a de la manutention, il faut nettoyer les barriques, les passer à la vapeur, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de boulot, et puis du temps aussi, c'est du temps de stockage. La bière, elle est immobilisée. On a des bières qui sont dans des tonneaux depuis 3 ans ici. Ça prend du temps, mais ça fait des produits chouettes à la fin. Jamais d'échec ? Ah si, plein. Franchement,
Ça, il y en a plein. Alors, on essaye de... Moi, quand je brasse une bière, honnêtement, je trouve qu'elle est parfaite. Même une Pils ou une IPA, je trouve qu'elle est parfaite quand je la brasse une fois sur 10. Je me dis, ah, là, elle est parfaite. Donc, sur les sauvages, c'est pareil. On passe notre temps à essayer de rattraper le produit, quoi, en fait. Parfois, on fait quelque chose et puis la fermentation, c'est pas ce qu'on a voulu, donc on va se dire ok, je vais mettre ça plutôt dans tel type de tonneau, ou je vais rajouter un fruit, etc. Et puis enfin voilà, c'est comme un cuisinier qui va réajuster avec du sel ou des épices pendant qu'il est en train de cuisiner, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose quand on brasse, quoi. Donc c'est un travail très minutieux qui prend du temps. Ouais, ça prend du temps. Après, quand on fait de la fermentation spontanée, là, il faut être là tous les jours parce que ça peut être très bon, mais ça peut être très mauvais aussi, hein. On peut avoir des piqûres de bactéries. Il faut surveiller les fermentations tous les jours. Et puis, il faut être rigoureux et aussi avoir de l'intuition, je pense. Avoir une bonne intuition de ce que ça va donner, quoi. Et en même temps, tu sors des produits uniques, des très petits volumes, et puis jamais la même bière. Ouais. C'est vrai que moi, une fois que j'ai réussi à faire quelque chose qui me plaît, c'est vrai que j'ai souvent envie d'essayer de faire mieux ou autrement. Donc j'ai souvent tendance à vouloir peaufiner mes techniques et à dire ok, je vais essayer de faire autre chose. Mais c'est vrai que je m'inspire aussi, vu que je m'inspire souvent de ce qui se passe ailleurs. Quand je vais goûter un vin, par exemple, je vais me dire je vais essayer de faire comment est-ce que l'élevage a été fait sur ce vin-là. Je vais me renseigner, etc. Et du coup, je vais essayer d'appliquer ce processus à la bière. Ou quand je bois des cocktails, parfois je me dis ça marcherait bien ensemble, ou même quand on cuisine, quoi. Donc c'est vrai que des bières que j'ai envie de faire là tout de suite dans ma tête, il doit y en avoir une centaine, quoi. Donc c'est sûr qu'on n'a jamais assez de place dans les cuves pour pouvoir faire tout ce qu'on veut, hein. Bienvenue dans la cathédrale. Voilà, donc on a les cuves de brassage qui sont là, qui font 20 hectos, et puis des cuves qui font 80 hectos en fermentation, et puis 100 hectos en utile. Donc on peut mettre 100 hectos si ça n'a pas fermenté dans la cuve. Enfin, on peut mélanger par exemple 2 cuves dans une pour avoir 100 hectos si on veut, quoi. On a quelques cuves qui sont plus petites, qui font 40 hectos, 20, et puis des cuves de 10, là, expérimentales. Puis là, la ligne d'embouteillage qui fait 3000 bouteilleurs avec un dépalettiseur et un l'encartonnage qui est semi-automatique. Voilà. Quand moi je suis arrivé, c'était pas du tout... c'était manuel, on mettait les bouteilles à la main sur la ligne. Donc voilà, on a de la chance, on a pu investir dans du matos qui est un peu moins fatigant au quotidien. Alors c'est déjà une belle salle de brassage. Ici, en 2020, vous avez produit 6000 hectos. Mais c'est rien par rapport à ce qui va se faire dans la nouvelle brasserie à Sucy-en-Brie. Du coup, la Sucy-en-Brie, la salle de brassage, c'est 4 fois la taille d'ici, donc c'est 80 hectos par brassin. Et les cuves, elles font 160 hectos, donc c'est le double des tailles de cuves de fermentation ici. Et la ligne d'embouteillage, elle fait 7000 bouteilleurs, donc c'est un peu plus que 2 fois plus rapide que ce qu'on a ici. Donc, et la salle de brassage, ici, elle est semi-automatique, et à Sucy, elle est complètement automatisée. Alors ça fait peur, process automatisé, ça veut dire que le brasseur met plus les mains dans le cambouis? Si, le brasseur il met toujours les mains dans le cambouis. On va toujours, vu la quantité de houblon qu'on utilise, on va toujours boucher des tuyaux ou autre chose. Donc disons que les bières, elles seront plus calibrées à chaque fois, quoi. Surtout, en fait... Plus le processus de brassage il est automatisé, plus ça laisse le temps au brasseur de faire autre chose. C'est-à-dire vérifier les densités, goûter des trucs, parce que quand on passe son temps à soulever des sacs de malt et à faire des choses que en fait on pourrait automatiser, en fait on passe pas son temps justement à faire autre chose qui est souvent en fait plus important pour la qualité que de soulever des sacs de malt pour les jeter dans un moulin. Enfin, je veux dire, c'est génial, hein, d'avoir cette vue artisanale du truc, mais c'est fatigant, on se fait mal au dos. Moi je me suis déjà blessé le dos ici
parce que voilà, enfin voilà, c'est physique quoi. Donc c'est des choses que bon voilà, si on peut éviter ça aux gens qui bossent, c'est quand même cool quoi. Tu as dit que ça permettait d'avoir des bières plus calibrées, ça veut dire quoi? Plus industrielles? Bah, pas plus industriel, non, ça veut dire une meilleure qualité en fait, une meilleure régularité dans le produit qu'on veut sortir. Ça veut dire que le brasseur il passe plus de temps à vérifier si le pH il est bon, s'il n'y a pas une erreur quelque part, plutôt que de justement se soulever des sacs de malt quoi. Personnellement, je pense que l'ordinateur il fait moins d'erreurs que moi. La capacité de la brasserie de Sucy-en-Brie, c'est 40 000 hectos à l'année contre 6 000 produits ici en 2020. Ouais, c'est beaucoup plus. Mais ouais, ça va nous permettre d'avoir de la bière dans des endroits qu'il n'y avait pas avant, quoi. On vise un petit peu sur l'export aussi, pas trop, mais on espère un petit peu exporter nos produits cette année aussi. Hein. Donc c'est cool si on peut répondre à une demande, quoi. Rémi, parle-nous un peu des matières premières qui sont utilisées par la brasserie Gallia pour ces bières. Aujourd'hui on travaille avec deux malteries, avec Weyermann et Simpson. Et pour la brasserie de Sucy, et ensuite ici aussi à Pantin, on est en train de travailler avec Soufflet en ce moment pour avoir du malt local, du malt qui est avec Soufflet qui est malté donc du coup à Pontivier. Et on a sélectionné avec eux 14 agriculteurs qui sont des agriculteurs qui travaillent en HVE. C'est en dessous du bio, donc c'est des pratiques d'agriculture raisonnée, donc on fait attention à la consommation d'eau, etc. Donc le but à plus long terme, c'est justement aussi de travailler plus en bio. On a une nouvelle bière bio, une lager qui s'appelle la Folle Amour Lager qui est bio, et on va travailler à l'avenir sur plus de bière, de faire plus de bière bio et que je considère qui est quand même aussi l'avenir pas seulement de la planète, mais aussi de la bière. Le projet avec Soufflet, c'est de privilégier le circuit court. Bien sûr. Une des brasseries en Suède où j'ai fait un stage, leur slogan c'est pense global, picole local, et ça a tout son sens. Hein. Si on peut avoir des produits. En plus, ce qui est intéressant, c'est que je pense que à l'avenir, on va en parler tout à l'heure un peu avec Sauvage, mais le terroir français, il est génial. C'est-à-dire que on vient à peine de toucher au tout début de tout ce qui est possible de faire. Et en France, on a la chance d'avoir un super terroir et des gens qui bossent bien. Et donc il faut vraiment accentuer notre énergie sur les matières premières et avoir des matières premières locales et en plus de super qualité, quoi. Et ça je pense que c'est vraiment dans les 10 prochaines années, on le voit, hein, il y a de plus en plus de petites micro-malteries qui se montent, houblonnières aussi, donc voilà, il reste plein de choses à faire et c'est chouette. Alors justement sur le houblon, comment ça fonctionne chez Gallia? Vous réussissez à vous approvisionner en France? Il y a des houblons étrangers aussi? Ouais, bien sûr. Et en fait, en France, aujourd'hui, on n'utilise pas de houblon français parce que les variétés de houblon français ne sont pas ce qu'on cherche forcément dans le goût. C'est-à-dire nos IPA, par exemple, c'est des houblons américains qu'on va utiliser parce que ça donne le terroir américain donne ses notes de fruits tropicaux et qu'ils ont développé des variétés qui sont très fruitées et qu'en France aujourd'hui, même s'il y en a, par exemple, Aramis qui est assez fruité, c'était pas forcément à l'époque où j'ai développé les recettes, c'était pas forcément les houblons qui étaient les plus faciles à trouver, on va dire. Mais bien évidemment, pourquoi pas faire une French IPA avec du houblon français, ou alors un houblon comme le Barbe Rouge qui donne des notes un peu de fraise qui est un peu bizarre comme houblon mais qui est chouette aussi. Je pense qu'il y a plein de choses à faire là-dedans et bien sûr nous on va aller dans ce sens-là et essayer un maximum d'utiliser des ingrédients les plus locaux possibles, quoi. Oui, voilà, du coup là on est dans le chai. Voilà, comme tu peux voir, on a un peu de barrique. Une centaine, je crois qu'on en a 120, quelque chose comme ça. Et on a 2 amphores qui sont en grès.
C'est la méthode chinoise, c'est pas la méthode géorgienne, qui sont en terre cuite où on va les enterrer. Le grès, c'est moins poreux que la terre cuite. Donc en fait, c'est à peu près aussi poreux qu'une barrique en termes d'apport d'oxygène. Donc voilà, on en a 2 de 500 litres où on fait des petits tests dedans. Ça apporte, vu que c'est en terre, et surtout celle-ci, alors je sais pas si toutes elles sont comme ça, mais ça apporte une minéralité dans la bière. Chose qu'on n'a pas vraiment. Enfin, on va avoir des minéraux dans l'eau qu'on utilise pour le brassage, mais par exemple un vin blanc peut être très minéral parce que les racines vont tirer sur les pierres qu'il y a dans le sol. Et là, on retrouve un petit peu ce côté-là. On va goûter quelque chose tout à l'heure où vraiment on sent une petite touche minérale à la fin et c'est assez intéressant. Ça apporte. Je trouve que les élevages en amphore sont vachement... l'apport d'oxygène est vachement plus doux, quoi. Et souvent, quand je vais mettre quelque chose en barrique et en amphore, souvent ça me goûte mieux en amphore. Enfin, tout le temps, ça a tout le temps goûté mieux en amphore. Je sais pas à quoi c'est dû, si c'est dû à... ça fait on le voit, c'est comme des œufs, quoi. Et peut-être que le liquide circule à l'intérieur et que ça soulève... les levures, je sais pas. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que c'est tout le temps mieux en amphore qu'en barrique. Et les amphores, elles ont contenu quelque chose avant ? Non, elles étaient neuves. Donc l'avantage avec les amphores par rapport à une barrique, c'est que l'utilisation est infinie. C'est-à-dire que, à part si on la casse, parce que c'est fragile, c'est pour ça que les Romains ont arrêté d'utiliser les amphores et qu'ils ont commencé à utiliser des barriques, mais parce que les barriques sont moins fragiles. Mais sinon, si on fait attention, on peut les réutiliser autant de fois qu'on veut et elles sont aussi plus faciles à nettoyer. C'est-à-dire qu'une fois on va avoir une piqûre dans une barrique, une piqûre acétique ou de la brette ou autre chose, même si on la nettoie avec de la vapeur, de l'eau, en fait cette piqûre-là, c'est très très dur de la faire partir, donc elle sera toujours là. Alors que l'amphore, on peut la nettoyer avec de l'eau chaude. Et donc en fait au niveau de nettoyage, c'est quand même plus pratique, quoi. Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Rémi, on a du travail. Ouais, ça va prendre plus que 5 minutes. Non, on va commencer par une petite Ono Lager. Donc c'est une lager avec du melon de Bourgogne. Donc en fait, on a macéré le jus du melon de Bourgogne pour avoir avec les raisins. Pour avoir un peu de tanin, et puis ça a été mélangé au mou de bière. Et ensuite, c'est pas de la fermentation spontanée, ça c'est une de nos bières éphémères. Donc ça a été ensemencé avec une levure de lager, et ça a fermenté, donc le mou de jus de raisin et le mou de bière a fermenté ensemble. Et voilà, ça a donné ça, on va goûter. C'est intéressant parce que ça a la fonctionnalité de cette bière, c'est une lager, c'est clairement une lager, mais il y a ce côté tannique en fait, il n'y a quasiment pas de houblon dedans, donc je trouve que c'est ça qui est intéressant parce qu'on a l'impression que c'est de l'amertume à la fin, mais en fait on sent que c'est un petit peu différent et c'est les tanins du raisin, et du coup ça a aussi un peu cette fonctionnalité du vin en fait à table. Donc, c'est une bière que j'aime beaucoup boire en mangeant en même temps parce que ça a vraiment la fonctionnalité bière mais avec un peu de tanin, donc ça donne envie d'y revenir. Alors on va enchaîner les dégustations, mais on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bouteilles à goûter, c'est pas mal. Ouais. Et du coup, deuxième bière, c'est une Ono Lager. Là, c'est pareil, c'est la même chose, donc c'est le même style, sauf que là, c'est en fermentation spontanée. Donc ça fermentait sur du marc de Gewürztraminer. Et ça fermentait donc avec les levures indigènes qu'il y a sur les raisins. Et ça fermentait à entre 9 et 12 degrés. Donc on va voir, c'est assez différent. Hop. Mais on sent, mais ce qui est fou, c'est que c'est de la fermentation spontanée, mais ça a quand même un nez de lager. Et même si ça a ce côté un peu, parce qu'il y avait du Gewürz, donc ça donne un côté un peu fleuri.
Le Gewürz donne un côté un peu fleuri, mais qu'on peut retrouver aussi dans certains houblons, comme Alerta ou Mittelfrau, ou d'autres houblons allemands qui donnent aussi parfois ce côté fleuri. Donc en fait, ça se marie vachement bien. C'est un poil plus acide, hein, mais parce que du coup, je pense que vu que c'est de la fermentation spontanée, il doit y avoir un peu de bactéries aussi qui se sont développées, des bactéries lactiques. C'est une autre version, mais de la même idée, en fait, à la base. Du coup, là, on va goûter on va commencer à goûter les sauvages. Donc, de la gamme sauvage. La première qu'on va goûter, c'est une bière brassée avec du Gewürztraminer aussi, comme la Ono Lager juste avant. Sauf que là, on a mis les raisins directement. En fait, la façon dont on travaille, c'est qu'on a nos propres caisses de vendange. On a aussi du matériel ça je t'ai pas montré tout à l'heure, mais on a du matériel de vinification, donc on a de quoi égrapper et fouler les raisins. On a un petit pressoir aussi. Et du coup, nous, on envoie nos caisses de vendange chez le viticulteur ou chez le vigneron, qui va récolter. Ensuite, il va mettre ça dans les caisses de vendange et grappe entière, et il va envoyer ça en camion frigo. Et soit on le reçoit le jour même où ça a été vendangé, soit on le reçoit le lendemain matin. Donc ça nous permet d'avoir des raisins vraiment bien conservés. Et nous, en fait, ce qu'on fait ici, c'est que du coup, on travaille un peu comme un vigneron, c'est-à-dire qu'on va enlever les rafles, on va fouler le raisin, donc on va ouvrir le raisin grossièrement pour qu'il y ait le jus qui coule, on va mettre ça en cuve. Et ensuite, on va laisser justement la fermentation démarrer avec les levures indigènes qu'il y a sur la peau des raisins. Ça met généralement 3-4 jours. Ensuite, après 3-4 jours que la fermentation a démarré, à ce moment-là, on va commencer à rajouter le mou de bière. Donc on va commencer à mélanger à ce moment-là. Donc là, ce qu'on goûte, c'est 80% de mou de bière, 20% de Gewürztraminer en macération. La macération, elle a duré 28 jours. Et ensuite, ça a été basculé dans une autre cuve. Et on l'a laissé pendant 6 mois en cuve. Donc que des cuves inox. Ça n'a pas fait de barrique. Ça n'a pas fait d'amphore. C'est que des cuves inox. Et voilà, ça a été embouteillé comme ça, en pétillant, pour ressembler un petit peu à un pétillant naturel, ce qu'on appelle les pétnates dans les vins naturels. Donc on va goûter. Ça a une acidité assez franche, un petit peu de sucre résiduel, mais qui le rend un peu assez facile à boire. Ça marche bien le côté un petit peu tannique justement aussi du Gewürz, de la macération de Gewürz. Aussi au nez, on a clairement les notes typiques de Gewürz, litchi, fleurs. Voilà, c'est une bière que j'adore. Quatrième dégustation, on reste dans la gamme sauvage et on va y rester jusqu'au bout, c'est ça, Rémi ? Oui, du coup là, ce qu'on goûte, c'est un gamay. Donc c'est la même chose, 80% de mou de bière, 20% de raisin. Macération, pareil, presque 30 jours. Voilà, gamay qui donne un côté vraiment fruité, vraiment très... on a l'impression qu'on rentre dans un bois et qu'il y a vraiment cette humidité, ce côté un peu myrtille, voilà, fruit des bois, quoi. Et voilà, un petit peu plus de sucre résiduel que sur le Gewürz, mais voilà, c'est très, 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 très flatteur, quoi. Et très, très, très buvable, très, très, très dangereux. On est passé sur du rouge, évidemment, gamay. C'est ça. Ouais, c'est bon ça, moi j'adore. C'est tellement bon que c'est dangereux de boire ça en apéro, quoi. On peut vite en abuser, je pense. Mais ouais, un de mes... la personne avec laquelle j'ai fait ma première dégustation de bière, il me disait toujours buvabilité, buvabilité, buvabilité. Je pense que quelque part dans ma tête, c'est resté. On va goûter la dernière des vendanges 2020. Donc là, c'est du pinot noir qui nous vient d'Alsace. Et là, il y a un petit peu plus de pinot noir. Donc c'est 35% de pinot noir et le reste, c'est du mou de bière.
Celle-là, elle a fait une fermentation malolactique, quelque chose qui ne se passe pas dans la bière, mais qui y a dans le vin. Donc en fait, après la fermentation alcoolique, il y a des acides dans le raisin, il y a des acides maliques et citriques. Et en fait, les bactéries lactiques vont manger ces acides-là et en faire de l'acide lactique. Ça donne un petit côté beurré, un petit côté gras qu'on retrouve souvent dans le vin. Et je trouve que c'est vraiment chouette parce que c'est pas un caractère qu'on retrouve souvent dans une bière. Du coup, là c'est avec de la myrtille celle-ci. Donc c'est une macération de myrtille pendant 1 an en demi-muit. Donc c'est des grosses barriques qui font 500 litres. Et ça a été assemblé avec une autre barrique où il y avait une bière au raisin dedans. Donc il y a 70% de malt, 20% de myrtille et 10% de raisin. Et l'idée derrière ça, c'est de faire quelque chose qui ressemble peut-être un petit peu à l'Ambrusco. La myrtille, ce qui est intéressant, c'est que les tanins ressemblent vachement aux tanins qu'il y a dans le raisin. Si on le goûte à l'aveugle, on peut penser que il y a que du raisin, mais non, en fait, c'est pas que du raisin, il y a de la myrtille aussi. La barrique, elle apporte aussi quand même quelque chose. Hein. Par rapport à ce qu'on a goûté avant, c'est quand même plus complexe. Il y a ce côté bois aussi qui fait que c'est pas vraiment le même moment de dégustation. Avant, c'était très facile à boire. C'est des glouglous, ça descend très vite. Et puis là c'est plus peut-être quelque chose qu'on va mettre en accord que vraiment à l'apéro. Et il nous en reste 3 à goûter et on va du plus simple au plus complexe. Oui, c'est ça, ouais. Et puis on va finir sur là, après les 3 qui restent, là, on va finir sur des choses un peu bizarres. On y arrive. 7e dégustation. Donc là, on va goûter la mielleuse, qui est un braggot. Donc un braggot, c'est une bière, mais aussi avec du miel dedans. Donc il y a du malt, du miel, et il y a aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a houillé. Donc le houillage, c'est quand on va re-remplir une barrique, en fait il va y avoir de l'évaporation quand on met une bière ou un vin ou peu importe dans un tonneau. En fait, avec la chaleur, il va y avoir la part des anges qui va s'évaporer. Et donc, l'houillage, c'est quand on re-remplit la barrique. Donc là, on a re-rempli, mais avec du sirop d'érable. Donc, du malt, du miel, du sirop d'érable, ça a été mis dans des barriques de vin ayant contenu juste avant du rhum jamaïcain. Donc voilà, c'est assez atypique. C'est ma bière de Noël. Et on sent le nez est vachement flatteur. Ça paraît très doux, on est vraiment sur des notes, ça sent un peu l'amande verte, la fève de tonka, la vanille. On s'attend à boire quelque chose de très 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 sucré, et en fait, quand on goûte, en fait, c'est très sec. La fermentation, elle a fini très très bas, c'est très sec. Et c'est très gazeux, donc ça fait un petit peu comme un champagne. C'était ma bière pour les fêtes de fin d'année. Ma petite bière de Noël, il y a ce côté vraiment un peu épicé, limite, qu'on peut avoir parfois dans les bières de Noël, ce côté vraiment flatteur, mais en fait c'est très sec, et du coup ça peut aussi se confondre un petit peu, ça ressemble un petit peu à un champagne. Et ça se marie très très bien avec une galette des rois. Ce qu'on va goûter, c'est une bière oxydative. Donc là, il n'y a que du malt à l'intérieur. Il y a de l'orge, du blé et un peu d'avoine. Ça a été fermenté en amphore pendant 3 mois. Et ensuite, ça a été mis dans différentes barriques. Et c'est un assemblage de toutes les barriques qui ont développé un voile oxydatif. Donc les barriques ne sont pas houillées, donc on ne les remplit pas. On les laisse la bière s'évaporer avec le temps. Et ce qui se passe, c'est que dans certaines barriques, il va y avoir un voile de levure qui va se développer à la surface, qui va protéger la bière de l'oxygène. Donc elle n'est pas oxydée, elle est oxydative. Donc c'est un type d'élevage qu'on retrouve dans pas mal de vins, notamment les vins de la région du Jura, comme des Savagniens ou
typiquement le vin jaune, où on fait un élevage pendant 6 ans. Là, c'est pas un élevage de 6 ans, c'est un élevage de 2 ans en barrique. Donc 3 mois de fermentation en amphore, 2 ans en barrique. Ça a vraiment une très grande longueur. À la fin, on sent vraiment le côté noix qu'on a du côté oxydatif. Et on l'a entendu, cette bière, elle n'est pas capsulée, elle est bouchonnée. Oui. Alors la raison pour laquelle cette bière elle est bouchonnée, c'est qu'on peut faire un élevage long dans la bouteille. C'est-à-dire que c'est une bouteille, vu que c'est oxydatif, elle est protégée de l'oxydation. Donc ça veut dire que en 30 ans, si on ouvre cette bouteille-là, elle aura bien évidemment évolué, mais le bouchon de liège, il est là justement pour permettre de faire un élevage plus long qu'avec une capsule. Donc voilà, ceux qui dégusteront dans 30 ans. Moi, je ne sais pas s'il me restera des bouteilles, mais... Ouais, justement, ici ou à la maison, tu stockes un peu quelques-unes de tes bières spéciales en te disant je l'ouvrirai dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. En fait, j'avais un stock chez ma grand-mère en Suède, dans un sauna, mais en fait, mes frères, ils ont trouvé mon stock, donc ils ont commencé à taper dedans, donc je ne sais pas combien il reste. Mais non, il faudrait que je mette un peu des bouteilles de côté quand même, mais j'ai pas encore de cave à vin chez moi pour bien les conserver, donc voilà, pour l'instant je les laisse à la brasserie, puis c'est pas grave, au pire s'il y en a plus, j'en brasserai d'autres. Dernière dégustation, Rémi. Là on va goûter Umami, donc qui est super galère à ouvrir. Déjà je vais essayer d'enlever la cire là. Hop. Puis il y a un bouchon en liège juste en dessous, c'est en bouteille de 25 centilitres parce que c'est très atypique et que c'est vraiment une bière de dégustation. On en a que fait 300 bouteilles, donc on en a vraiment pas beaucoup et on a arrêté de les vendre, pour être tout à fait honnête, il nous en reste 40. Donc on va goûter ça. Hop. C'est un élevage en barrique de vinaigre. Vinaigre de Bouteville ils font du vinaigre dans des barriques de cognac. La bière à la base qu'on a mis dedans, elle était rouge et là comme on peut voir, c'est plus du tout rouge, c'est plutôt noir. Café. Ouais, café. Le temps, et je pense qu'il devait rester un peu les bactéries, elles ont fait leur effet et puis ça noircit. Ça a été 1 an et demi en barrique. Déjà, ça fait vraiment tamarin, sauce soja, umami. Ça ressemble un peu à un XRS, les vins portugais. En bouche, 0 gaz, parce que là on n'a pas besoin. Quand même un sucre résiduel, un peu de sucre résiduel, de l'acidité, ça a madéré. J'adore, c'est vraiment en accord. Moi, j'ai fait un test chez moi avec une glace au sésame, ça marche super bien. Ouais, c'est bon comme truc. Et là, la bouteille est bouchonnée et en plus, tu rajoutes de la cire par-dessus le bouchon. Ouais, la cire, elle est là pour... en fait, il y a moins d'oxygène qui va rentrer, donc elle pourra se conserver plus longtemps. Sur la bouteille oxydative qu'on a bu juste avant, où il y avait le bouchon liège, il y avait aussi une capsule par-dessus. Donc le capsule a le même effet, c'est pour... il faut il y a toujours de l'oxygène qui rentre, même s'il y a une capsule et que c'est scellé. Même s'il y a de la cire, il va y avoir de l'oxygène qui va rentrer un tout petit peu. C'est juste que ça va venir plus doucement et donc du coup, ça va mieux vieillir. Là, la cire, c'est parce qu'elle est en bouteille de 25 centilitres, donc il y a moins de contenu, et du coup, ça va vieillir plus vite. Par exemple, un magnum, un vin dans un magnum va mieux vieillir qu'un vin dans une 75 centilitres. Donc là, vu que c'est du 25, on a décidé de mettre de la cire. Et puis, c'est joli aussi, surtout quand c'est noir comme ça, je trouve ça assez classe. Elle se conserve, elle se garde ? Ça, moi, je pense que dans 30 ans, ça goûtera très bien. Même mieux que ce que ça goûte aujourd'hui, mais je pense que, pareil, il va plus me rester de bouteille. Et d'ailleurs, elle est prévue pour se conserver très très longtemps. On a mis une DLUO jusqu'à 2045. Va falloir que j'en mette une de côté pour la goûter à ce moment-là, pour savoir si on a visé juste là-dessus.
Alors là, on est revenu dans la salle de brassage, on est au pied des fermenteurs. Et Rémi, on va goûter un truc. Comment ça s'appelle ? Mirage 2000 ? Ouais, Mirage 2000, c'est un peu une blague. J'avais fait une bière qu'on appelait Mirage il y a 2 ans. Et c'est une bière avec de l'abricot et au thé fumé. Donc là, c'est un twist de cette bière. On a pris des abricots secs et on les a fumés avec un cep de vigne que j'avais sur mon balcon qui est mort. Et j'avais un de mes pieds qui est mort, et donc du coup on a pris ce cep-là et on a fumé les abricots, et ensuite on a fait un élevage en barrique de 1 an presque. On va goûter ça, c'est pas mal du tout. Pour ceux qui connaissent un petit peu la Saint-Bon-Chien comme bière, ça ressemble un petit peu à une Saint-Bon-Chien, mais justement avec les abricots et le fumé, c'est un petit peu plus atypique, on va dire. La mousse, elle est vraiment dense, c'est crémeux, c'est huileux presque, comme certains vins qui sont très gras, quoi. Et la mousse, on peut le voir, elle colle vraiment au verre. Je suis content. On attaque, on a l'abricot, on a le côté fumé qui arrive ensuite. Et puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ça finit sur le tanin, mais de l'abricot. Du coup, vu que les abricots, elles ont été séchés, elles sont plus tanniques que quand on va croquer dans un abricot, et du coup ça finit sur un côté tannique qui ressemble aussi un petit peu à du vin, mais qui est différent, quoi. Donc je te sers. C'est génial. Rémi, on est revenu dans le chai, et là tu viens de tirer de la bière. J'imagine que c'est de la bière, même si ça coule plutôt Bordeaux, directement depuis un fût. Alors avec une technique un peu particulière, c'est qu'il n'y a pas de robinet. C'est simplement un clou qui sert à obstruer le tonneau. Oui, en fait, on va planter un clou dans le tonneau et puis on le retire. Et du coup, c'est pour éviter justement, quand je parlais du voile tout à l'heure, c'est pour éviter de casser le voile. On peut tirer un échantillon au-dessus. Là, par contre, on a 4 étages, donc c'est un peu compliqué de tirer des échantillons. Donc c'est plus facile avec un clou. Et puis le produit, il sort un petit peu plus doucement. Donc là, ce qu'on va goûter, c'est quelque chose d'un peu plus extrême. Donc c'est 51% de mou de bière, 49% de raisin. Le cépage, c'est du brocol, ou on appelle aussi ce cépage Fer Savadou. Donc c'est une macération de 32 jours sur rafle. Donc on a laissé les rafles macérer avec les raisins, et ensuite on a envoyé le mou de bière par-dessus. C'est ce qu'on a de plus extrême, c'est ce qu'on a fait comme test le plus extrême. Bon voilà, il n'y a que 2 barriques, hein, donc ça, je ne sais même pas si un jour on va le commercialiser. Ça sera probablement quelques bouteilles juste à faire déguster aux gens qui passent à la brasserie, mais c'est vraiment, là, on ne sait plus où on est, quoi. Si c'est du vin, si c'est de la bière, enfin c'est vrai que ça ressemble presque plus à un vin qu'à de la bière, même si il y a la moitié c'est du malt, donc c'est tannique, c'est un rouge, quoi. C'est tannique, mais il y a quand même le mou de bière apporte quand même une buvabilité, même si c'est un rouge, ça apporte quand même c'est quand même un petit peu plus facile à. Voilà, c'est pas un rouge de Bordeaux, enfin c'est pas trop tannique non plus, quoi. Et là c'est presque prêt déjà, hein. Franchement là on boit ça maintenant, j'ai envie de l'embouteiller, semaine prochaine, quoi, même si c'est du 2020 et que c'est assez jeune, hein. Non, c'est chouette. Merci à Rémi Morin, maître brasseur de la brasserie Gallia à Pantin en Seine-Saint-Denis et bientôt à Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne. Merci à Brasseurs de France qui a permis la réalisation de cet épisode. Comme d'habitude, je vous invite à découvrir la brasserie en images sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le recommander en le partageant sur les réseaux sociaux et en laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci aussi de soutenir financièrement le Podcapsuleur via le site tipeee.com/podcapsuleur. Et si tout va bien, dans 15 jours, nous ferons étape à Lille. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.